Maintenant, précisément, une page de l'histoire de l'Église catholique va se tourner. Ce sera la fin du pontificat de Benoît XVI, une fin inédite puisque le pape a renoncé en raison notamment de son âge et de sa fatigue. Vous voyez ici les images en direct de la résidence d'été des papes de Castel Gandolfo où Benoît XVI passera la nuit. Benoît XVI, donc, qui ne sera plus pape dans une demi-heure maintenant. Sa succession est désormais ouverte. Le conclave, cette réunion des cardinaux pour désigner le futur pape, eh bien, pourrait démarrer dans quelques jours. On parle du 10 ou du 11 mars. Je vous propose, avant de reprendre notre débat, eh bien, d'écouter Benoît XVI sur sa succession, précisément. C'était ce matin devant les cardinaux. Benoît XVI. Je continuerai à être proche de vous par la prière, plus particulièrement dans les prochains jours. Que le Saint-Esprit soit avec vous lorsque vous élirez le nouveau pape. Que le Seigneur vous guide. Parmi vous se trouve le prochain pape, auquel je promets déférence et obéissance inconditionnelle. Alors, il y a plusieurs noms qui circulent, vous allez m'aider, hein, Jean-François Colosimo. Il y a Angelo Scola, archevêque de Milan, qu'on va voir tout de suite à l'image. Il y a Christophe, alors Angelo Scola, voilà, on le voit ici à l'image. Il y a Christophe Schönborn, c'est ça? Oui, mais Anna, je voudrais te dire une chose que les chrétiens savent, l'Esprit Saint veille au grain, ce sont 115 hommes qui vont décider. Mais l'Esprit Saint est balayé complètement là-dedans par les gens qui ne connaissent plus beaucoup de choses chrétiennes. L'Esprit Saint va aider ces gens, ces 115 personnes, ils vont essayer de trouver un nom. Mais l'Esprit Saint est très fort dans l'Église, c'est depuis toujours ça. Voilà. Ouais. Il va y avoir aussi peut-être des luttes un peu intestines. Enfin, parlez-moi de choses de revenir. On le connaît dans toutes les. Il y a eu des luttes intestines. On le sait. Pas d'angélisme. Pas d'angélisme. On peut regarder pas d'angélisme justement. On peut regarder. Pardonnez-moi. C'est pas de l'angélisme, mon Dieu. C'est l'Esprit Saint. Si tu es curé, tu dois savoir ce que c'est l'Esprit Saint. Oui, mais tu vas pas me faire la leçon. Ça va pas recommencer. Je te dis ça simplement. Mais on peut s'arrêter. On peut s'arrêter. Allez, vous êtes frères quand même. Il faut me montrer une belle image de l'Église et de la prêtrise et de la fraternité. J'espère que le conclave sera plus calme. Ouais, vous avez raison, Caroline. Je suis frère avec Alain dans la mesure où il n'écrit pas dans son livre ou quand j'ai une télévision, il débloque sur moi par moment ce que je n'aime pas. Allez, on va pas faire de règlement de compte. Allez, truc, je voudrais qu'on avance au départ. Peter Cotevaux à Peterson, qui est un Ghanéen. Ghanéen qui est en fait un Africain candidat sérieux. Donc il y a Scola qui est l'archevêque de Milan, ancien patriarche de Venise, qui est dans la ligne doctrinale de Ratzinger, c'est-à-dire de Benoît XVI, mais qui a un peu un charisme à la Jean-Paul II pour ce qui est des foules, etc., et qui a un peu le caractère de feu le cardinal Lustiger dans le rapport au monde politique, aux intellectuels. C'est un candidat très sérieux, mais il faudrait que les Italiens s'entendent, et ça serait revenir à un Italien, ce qui est quand même problématique. Il y a Marc Ouellet. Schönborn, à mon avis, est un type remarquable, francophone, francophile, il a fait ses études en France. Très peu de chance. Malgré tout, c'est un Autrichien après un Allemand, ça n'irait pas trop. Et puis, c'est véritablement un peu le clone de Benoît XVI d'un point de vue doctrinal. Marc Ouellet a pour lui... Excuse-moi, il pourrait être un outsider intéressant s'il y avait opposition. Mais c'est un homme très respectable. Marc Ouellet, il a pour lui d'être un pape du Nouveau Monde, un Américain de culture, mais un Québécois, parce que c'est difficile de mettre un New-Yorkais comme pape. Ça ferait une confusion des pouvoirs. Très conservateur. Marc Ouellet a quelque chose, malgré tout, qui va être utilisé contre lui, c'est que son frère, prêtre également, a été mêlé à des affaires de mœurs, de pédophilie, et donc ça peut jouer tout à fait contre lui. Quant à Tucson, l'Africain, oui, bien sûr, mais à une condition qu'on se rende bien compte que l'Église catholique ayant basculé vers l'hémisphère sud, les cardinaux qui peuvent devenir papes, qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie, ça, pendant 15 jours, les journalistes vont dire c'est formidable, et au bout de 15 jours, le pape en question va s'exprimer, et ils vont se rendre compte que ces hommes venus, entre guillemets, de ce qu'on appelait le tiers-monde, sont souvent beaucoup plus conservateurs que les cardinaux de l'hémisphère nord. Et donc, parce qu'on va assimiler une image très progressiste à ces cardinaux, non, ils sont souvent ultra-conservateurs. L'Esprit Saint aura du boulot
L'Esprit Saint, mais les luttes intestines sans doute aussi, Abbé de la Morandais. L'Esprit Saint se sert des luttes intestines, il se sert de tout ça. Exactement. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Non, je voulais parler d'un candidat qu'il ne faut pas négliger, qui est Ravasi. Ravasi, qui est le ministre de la Culture et qui est un homme très grand communicant. Polyglotte, hébraïsant, belle stature. Mais trop culture, et ça compte pas. Un dernier, Sandri, qui est argentin. L'Argentine, c'est l'Amérique latine, mais très européenne, comme l'Amérique latine, c'est pas le Brésil. Sandri est l'enfant d'immigrés italiens. Il a vécu 20 ans à Rome. Comme on le dit, l'Argentine, c'est le seul pays italien au monde où on parle espagnol. Donc ça serait un Italien masqué. En argentin, on pourrait dire c'est un latino-américain, mais il a pour lui d'être très italien. J'irai beaucoup plus profond. Il faut un théologien averti, un type humble, un type communicant, un type qui a brassé des cultures et pour les rassembler. Avec la réalité, peut-être que moi, c'est ce qui me paraît quand même le plus important, c'est Caroline Fourest qui soit aussi en phase avec la modernité, avec la réalité. Communicant. Et n'oublie pas une chose, c'est que le pape aura 1 milliard 200 millions de chrétiens à unifier. C'est son travail essentiel. Ouais. Pour répondre à votre question, en phase avec le monde, je pense que sincèrement, ce n'est pas la préoccupation des 115 hommes qui vont être dans ce conclave et qui vont être dans leur bulle néanmoins et qui sont tous dans une ambiance plutôt de responsabilité par rapport à des critères qui ne sont pas les nôtres. Certainement, par contre, il y a 2 critères qui vont jouer. Plus jeune que Benoît XVI, incontestablement, parce qu'il a légué ce message qu'on ne pouvait pas assumer cette charge, néanmoins sans une certaine forme physique, et sans doute plus doué pour la communication aussi que Benoît XVI, parce que, sans aller jusqu'à revenir à Jean-Paul II, il est évident pour tout le monde désormais, et c'est aussi le message de Benoît XVI, qu'on ne peut pas assumer cette charge sans mettre du charisme, au moins, et de la générosité dans la communication, sinon toutes les crises de l'Église se voient encore plus. Oui. En dehors de ces critères-là, je suis d'accord, le côté un peu médiatique où on se dit c'est formidable si c'est quelqu'un qui vient du Sud, il faut voir que la bataille aujourd'hui que mène l'Église catholique contre les évangéliques en Amérique latine, avec des papes qui sont certes plus sensationnalistes dans leur méthode d'évangélisation, mais qui sur le fond sont beaucoup plus conservateurs, va peut-être pas donner à l'Église un visage beaucoup plus moderne, loin de là. Qui entre un pape au conclave sort cardinal. Oui. C'est l'adage romain. Et Scola est le grand favori, mais on n'entre pas pour ressort cardinal. Voilà. Une dernière chose à noter qui nous importe quand même, c'est que la France, qui a longtemps beaucoup pesé au Vatican, où les Français occupaient des postes d'exception, des postes de pouvoir, pèse beaucoup moins aujourd'hui. Et il n'y a pas de véritable papabile parmi les cardinaux français. Non. Soyons sérieux. C'est Torrent. Il est malade, enfin. Abemus papam. Oui, Abemus papam, c'est quand on saura qu'il y a un pape et que la fumée blanche sortira du Vatican. Vous avez vu ces images toujours en direct de Castel Gandolfo. Je voudrais quand même qu'on revienne sur... Voilà, on est toujours en direct donc, de Castel Gandolfo. Maintenant, c'est dans 20 minutes. Donc, Benoît XVI qui ne sera plus souverain pontife. Est-ce qu'on peut imaginer un pape, pardonnez-moi de revenir sur cette question, mais qui soit un peu plus progressiste sur les questions sociétales? Parce que je voudrais quand même qu'on réécoute quand même Benoît XVI. Quand même, c'était lors de son voyage au Cameroun, quand même, on s'en souvient. C'était en mars 2009, où il a dit que l'usage du préservatif allait aggraver la maladie. Je voudrais qu'on le réécoute et vous faire réagir. J'ajouterais que le problème du sida ne peut pas être résolu avec de l'argent, même si ça peut être nécessaire. Il ne peut pas être réglé par la distribution de préservatifs. Au contraire, leur utilisation aggrave le problème. La solution ne peut être que la suivante. Avant tout, une sexualité plus humaine et un réveil spirituel qui implique de nouveaux comportements. Abbé de la Morandais, est-ce que ce n'est pas des propos presque criminels de tenir des propos comme ça? Mais oui, mais pardonnez-moi, mais sur un continent qui est ravagé par la maladie, est-ce que ce n'est pas criminel? Et est-ce qu'on peut espérer que le prochain pape aura passé... il ira un peu plus loin sur les questions sociétales et notamment sur la question du préservatif. Comme l'a dit Guy Gilbert tout à l'heure, en sortant son préservatif de sa poche, le pape est chargé de donner le top, le mieux, la fidélité conjugale, et nous, les curés de base, on gère.
Voilà. Oui, mais quand vous dites des propos comme ça, je veux dire, sur un continent où la maladie explose, où il y a des fidèles et qui prennent peut-être à la lettre ce que vous... Non, mais d'après le contexte de la phrase qu'il a sortie, on lui a expliqué qu'en Afrique, les préservatifs servaient à plusieurs personnes de suite. Alors là, oui, ça devient un facteur de propagation. C'est tout. La réalité, c'est que... C'est ça. Le préservatif servait à plusieurs personnes. Mais à partir du moment où quelqu'un a un préservatif, il baisera beaucoup plus avec... Quand il a dit « augmente le problème », c'est la partie, on l'a entendu, où il parle de la beauté de la sexualité. Oui. Les gens ont pris « augmente le problème », c'est tout ce qu'ils ont pris. Les médias, moi je sais, j'étais en retraite chez les moines, les médias m'ont appelé immédiatement, le pape a dit que ça augmentait le problème. Mais ils m'ont pas donné... Ils m'ont pas donné tout le reste de ce qu'a dit le pape, qui était pas mal. Et là, il s'est trompé. Et dans son livre, il a dit à un homosexuel... homme, il lui a dit de prendre le préservatif et l'affaire s'est éteinte. On ne me demande plus maintenant un préservatif. Tout le monde a bien compris que Benoît XVI ne maîtrisait pas forcément bien le sujet, qu'il en était un peu loin. Oui. Ensuite, effectivement, plus tard, là c'est typiquement aussi une leçon qu'il a tirée de sa communication maladroite, mais enfin qui repose quand même sur un dogme, mais sur une croyance plus profonde que ça. Non, pas un dogme, c'est vrai, sur une position intransigeante sur le préservatif. Qu'il a revu juste pour le cas des hommes prostitués, on ne sait pas pourquoi, donc les autres doivent toujours faire avec. Ce qui est certain, c'est que si un jour un pape avait la générosité de reconnaître que ce n'était pas forcément son domaine, mais qu'il pouvait au moins engager le poids de sa fonction, l'écho qu'il peut avoir au service de protéger plus les gens et de faire plus de prévention vis-à-vis de la maladie, ça aiderait beaucoup, et notamment sur le continent africain où effectivement cette maladie fait des ravages. Est-ce que ce sera le cas du prochain pape? Certainement pas. Il faut bien comprendre que l'équilibre aujourd'hui au sein, pas simplement de la curie, mais au sein de l'Église, n'est pas en faveur des catholiques d'ouverture et des catholiques progressistes. Que Jean-Paul II puis Benoît XVI, et on a beaucoup mis sur Benoît XVI, mais il faut revenir à Jean-Paul II, ont eu une peur panique après le Concile de Vatican II, que cette ouverture du Concile de Vatican II aille trop loin. Oui. Et dans la peur du communisme, dans la peur de la théologie de la libération, ils ont engagé un mouvement de raidissement de l'Église avec systématiquement le fait de marginaliser, de pousser tous les catholiques de gauche, les catholiques d'ouverture, au profit soit des opusiens, soit des traditionalistes, soit en Amérique latine de la Légion du Christ, à qui on a laissé prendre tout le terrain au niveau encore une fois, concrètement des paroisses et au niveau de la curie. Donc aujourd'hui, le rapport de force est en faveur d'un catholicisme rigide, réactionnaire, intransigeant, qui n'a certainement pas pour priorité de se poser la question du célibat ou du préservatif. On aura certainement... Jean-François Collet-Simon, il faut que la parole elle tourne. Dit Gilbert, il faut que la parole elle tourne. C'est un peu plus contrasté pour moi que ce que dit Caroline Fourest, c'est-à-dire, pour répondre à votre question, si, par exemple, des papabillés dont on n'a pas parlé, comme Scherer, qui est... son nom ne l'indique pas, qui est brésilien, mais qui est d'origine allemande, ou un Taglé, qui est à Manille, aux Philippines, qui est très jeune, c'est-à-dire il a une cinquantaine d'années, ce qui le dessert, parce qu'on ne sait pas si on a envie d'avoir un pape pour 30 ans, les cardinaux vont se poser cette question. Donc, Scherer ou Taglé, ce sont des types qui ont un engagement social, c'est-à-dire en faveur de la pauvreté. Ça ne les empêche pas d'être intransigeants du point de vue des mœurs. Donc, je voulais juste préciser ça, c'est que l'intransigeance sur les mœurs n'empêche pas forcément un engagement en faveur des pauvres, un engagement véritablement social, c'est la question que vous posiez, qui est assez fort. L'intransigeance sur les mœurs, alors là, elle est très claire. Là c'est une question qui n'est pas que disciplinaire, qui est une question de représentation anthropologique pour Rome, pour le Vatican, peut-être un peu plus débattue au sein de l'Église catholique que ce qu'on voudrait bien croire. Mais pour le Vatican, c'est une question, effectivement, on va dire ce qu'on appelle le naturalisme. C'est pas un gros mot, c'est-à-dire une conception anthropologique de l'humanité qui repose sur une représentation de ce qui est naturel et de ce qui ne l'est pas. Alors évidemment, cette conception, elle est très battue en brèche par la philosophie moderne, elle est très battue en brèche par les pratiques modernes, mais je dirais que plus cette conception est combattue, plus semble-t-il Rome en fait une espèce de marqueur identitaire. Oui, mais voilà, Jean-François Collet-Simon, là-dessus je voudrais insister, c'est que c'est devenu vraiment un marqueur identitaire plus qu'une question théologique ou autre, et surtout que, bien sûr que ça n'empêche pas la question sociale, ça n'empêche pas de lutter contre la pauvreté, mais ça n'est pas la lutte contre la pauvreté qui est le marqueur identitaire de cette curie-là. C'est juste ça qu'il faut comprendre. On est bien d'accord. On aura un pape vraisemblablement conservateur, mais qui pourra avoir un autre discours sur d'autres plans, mais on aura probablement... Il y a 27
cardinaux italiens déjà. Et il a fait plus de les cardinaux. Benoît XVI a fait plus de la moitié des cardinaux. Mais puisque vous parlez de l'Esprit Saint, méfiez-vous de l'Esprit Saint, parce que Roncalli, élu Jean XXIII, qui était un conservateur, hop, a ouvert le concile. C'est pour ça que je ne me méfie pas, frère, de Jean XXIII était pour moi extraordinaire. On a pris un vieux con, là, on dit, oh, celui-là, il est paf, on le fout, paf. Et il a ouvert les portes de l'Église formidablement. Est-ce qu'il ne faudra pas supprimer le Vatican comme État temporel, finalement faire du pape plus qu'un représentant spirituel? Surtout pas. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une administration, qu'une administration finalement soit en train de gérer des questions qui sont d'abord des questions spirituelles, ça peut être très gênant. Et ça, on peut se poser des questions sur la manière dont la curie se constitue, dans la manière dont elle garde son pouvoir, etc. Mais l'idée même du Vatican, c'est autre chose. C'est que le pape n'est pas le citoyen d'un pays autre que le sien, et en tant que tel, il n'est pas préjudiciable de l'influence politique qu'il pourrait subir. Donc, si vous voyez, il y a deux idées distinctes. Il y a l'idée que finalement, le pape ne dépend pas d'un pouvoir temporel, donc il ne va pas porter une politique. On pourrait imaginer que, par exemple, je ne sais pas, si le siège de l'évêque de Rome était aujourd'hui à New York, que le pape soit sous l'influence du président des États-Unis. Non. Et de l'autre côté, il y a le problème de la curie, c'est-à-dire véritablement d'une administration qui, pour le coup, là, a besoin d'une sacrée réforme. Non, le pape est chef d'État pour dire les choses. Le pape est chef, il est reçu en tant que chef d'État. Qui est un État du Vatican qui n'est évidemment pas une démocratie, qui est entièrement aux mains d'hommes et certainement pas de femmes, où il n'y a pas d'élection libre, etc. Tout ça concerne à la rigueur les catholiques et leur vision du dogme. Par contre, ce qui m'ennuie beaucoup plus, c'est que le Vatican a le droit d'être membre de l'ONU et pèse comme État, certes non permanent, mais enfin comme État observateur qui a beaucoup de poids sur les débats. Oui, État observateur, mais État observateur qui peut faire des alliances avec les pays, l'organisation de la conférence islamique, contre les programmes de planification familiale, contre certains programmes de prévention du sida. Et là, pour le coup, c'est un rôle politique qui concerne tous les citoyens, pas simplement les catholiques qui croient à cette organisation. Merci. C'est la fin de ce débat. Parfois aussi au Tibet, en Chine, à Cuba, etc. rend des services. C'est la fin de ce débat. On se quitte, si vous le voulez bien, sur ces images de Castel Gandolfo, trentaine de kilomètres de Rome, où maintenant, dans 10 minutes précisément, Benoît XVI ne sera plus pape. Vous voyez ici les gardes suisses qui s'en iront alors. Et Benoît XVI, donc, qui restera dans cette résidence d'été de Castel Gandolfo. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Rendez-vous demain, 19h10, pour un nouveau débat.